Bonjour à tous. Ambassadeur Alumni, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième rencontre Alumni de l'année 2019. Ces rencontres se veulent des temps d'échange autour de thèmes de recherche et d'actualité entre les enseignants-chercheurs de l'université et des professionnels du monde socio-économique et culturel. Le thème proposé, l'archéologie de prévention, prend aujourd'hui une signification toute particulière aux yeux des Strasbourgeois, confrontés depuis des mois aux travaux de l'extension du tramway vers sa proche banlieue de Königshofen. Les découvertes archéologiques faites à cette occasion nous rappellent qu'en déambulant dans les rues de Strasbourg, nous marchons sur les vestiges de sociétés, de civilisations qui nous ont précédés. Autant de témoignages qui s'empilent les uns sur les autres comme les strates géologiques. Ces découvertes sont le champ d'activité de ces voyageurs du temps que sont les archéologues. Si les découvertes archéologiques sont fréquemment le fruit d'heureux hasards, leur exploitation, leur analyse exige la collaboration étroite de nombreux acteurs, de nombreux partenaires. Cette collaboration est illustrée par nos invités qui ont bien voulu accepter de nous faire part, chacun dans son domaine, de sa démarche, de ses succès, voire de ses difficultés. Je vous rappelle, Michel Hume est professeur d'histoire romane à l'Université de Strasbourg, directeur de l'unité de recherche archéologie et histoire ancienne Méditerranée-Europe, plus connue sous le cycle Archimède, ainsi que d'une unité mixte de recherche. Pascal Flotté est archéologue territorial, membre de l'unité de recherche Archimède, responsable de projets dans le cadre de l'opération intitulée Argentorate aux origines de la ville de Strasbourg. Séverine Blin est chargée de recherche au CNRS et membre d'une unité de recherche de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Marion Rigert, journaliste scientifique à l'Université de Strasbourg, va assurer la modération du débat. Merci à toutes et à tous et bonne rencontre. Bien. Monsieur l'ambassadeur, Madame Villanueva, merci à vous, bonjour à tous et merci pour votre invitation, votre suggestion pour cette rencontre qui nous permettra de présenter, d'abord à moi, me permettra de présenter ce qu'est Archimède et son rôle dans l'archéologie préventive, et deux de mes collègues qui viennent de vous être présentés, M. Pascal Flotté et Mme Séverine Blin, qui vous donneront des aspects particuliers des découvertes récemment effectuées dans le faubourg de Königshofen, près de Strasbourg. Alors, tout d'abord, moi je suis le directeur donc, de l'UMR Archimède et je vais essayer de vous expliquer le rôle de ce laboratoire dans la mise en valeur des découvertes effectuées par l'archéologie préventive. Bon. Alors, UMR, c'est un sigle un petit peu abscon et un peu barbare qui veut dire unité mixte de recherche, parce que Archimède est en fait un laboratoire, une unité de recherche qui associe les moyens humains, donc en personnel, et financiers de plusieurs institutions. Tout d'abord le CNRS, d'autre part les universités de Strasbourg et de Haute-Alsace, et le ministère de la Culture, pour les raisons que je vais évoquer dans un instant.
Et à cela s'ajoutent des partenariats avec un certain nombre d'opérateurs de l'archéologie préventive dont je vais vous parler, l'INRAP, Archéologie Alsace et Antea Archéologie. En tout, ce laboratoire est constitué d'environ 140 à 150 membres, dont environ une cinquantaine, entre 45 et 50 doctorants, qui sont membres d'Archimède, à peu près une quarantaine d'enseignants-chercheurs et à peu près autant d'ingénieurs, d'archéologues de l'archéologie préventive. Voilà, là vous avez une carte qui vous donne en quelque sorte le périmètre géographique sur lequel intervient l'UMR Archimède. Vous voyez, vous avez deux secteurs, l'un en violet qui apparaît, l'Europe occidentale, l'Europe moyenne, comme nous disons, et l'autre, l'Europe méditerranéenne. Ça explique le sigle Archimède, archéologie et histoire ancienne, Méditerranée-Europe. Le périmètre est donc extrêmement vaste, puisqu'il intègre des enseignants-chercheurs, des archéologues qui travaillent aussi bien sur le Proche-Orient antique, sur l'Égypte antique, sur le monde byzantin, sur la Grèce antique, l'Italie antique, et enfin, naturellement, l'Europe moyenne. Le périmètre chronologique allant de la préhistoire au Moyen-Âge et au monde byzantin. Donc vous voyez un spectre à la fois géographique et chronologique extrêmement vaste. Naturellement, l'archéologie préventive concerne directement le territoire français. Alors, attendez, peut-être commencer par cette image. Pour comprendre en quelques mots le rôle de l'UMR dans l'archéologie préventive, je vous dis quelques mots d'abord sur cette archéologie préventive. Ça concerne encore une fois ce qui se passe sur le territoire français, ici. Il faut savoir que tout ce qui est dans le sol, appartient de fait juridiquement à l'État. Et donc c'est à l'État de gérer les découvertes susceptibles d'être effectuées dans son sous-sol. Ce qui explique le rôle clé du ministère de la Culture et la présence du ministère de la Culture comme une des tutelles de l'UMR Archimède. Bien. Alors, les étapes de mise en œuvre de cette archéologie préventive sont faites par un service qui s'appelle la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui dépend du ministère de la Culture. Il y a une DRAC par grande région, donc on est ici dans le cadre de la DRAC Grand Est, qui a des sièges aussi bien à Strasbourg, à Metz et à Châlons, en Champagne. Donc ces DRAC sont en lien avec le service régional d'archéologie et dépendent directement du préfet de région. Donc lorsque un aménageur envisage des grands travaux d'urbanisme, d'aménagement du territoire, le préfet de région peut décider un diagnostic archéologique qui est en premier lieu confié à l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, dont d'ailleurs M. Éric Boès, dans la salle, est le directeur adjoint pour la DRAC Grand Est, et pourra d'ailleurs compléter éventuellement mon propos sur certains points. Voilà. Donc il y a un diagnostic qui est fait lorsqu'il y a suspicion de présence de vestiges archéologiques ou lorsque cette présence est manifeste. L'INRAP fait les fouilles pour un diagnostic. Si ces fouilles révèlent effectivement une présence archéologique importante, enfin, il y a deux solutions. Soit on s'oriente vers des fouilles plus approfondies, soit on considère que le diagnostic, que ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin. Donc, il peut y avoir différentes solutions. Si effectivement des fouilles plus approfondies sont nécessaires, à ce moment-là, l'aménageur doit se tourner vers un opérateur de l'archéologie préventive. Ça peut être soit l'INRAP, qui est donc l'Institut national de recherche archéologique de l'archéologie préventive, donc c'est un établissement public qui dépend
dépend de l'État, que vous trouvez partout en France. Donc ici, nous sommes dans le cadre de l'action de l'INRAP Grand Est, mais il y a également des opérateurs locaux. Donc ici, en Alsace, on a Archéologie Alsace, à laquelle appartient d'ailleurs M. Pascal Flotté, qui est un opérateur agréé par le ministère de la Culture, mais qui a été créé par l'ancienne région Alsace, lorsque celle-ci existait encore, mais qui continue à exercer sur les territoires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le centre enfin le siège d'Archéologie Alsace se trouvant d'ailleurs à Célestat, en centre-Alsace, mais couvre les deux départements. Et donc on a l'INRAP, Archéologie Alsace, et troisièmement un opérateur privé, mais agréé lui aussi par le ministère de la Culture, qui s'appelle Antea Archéologie. Et donc l'aménageur qui se trouve face à la nécessité de mener des travaux d'archéologie préventive, par exemple la CTS au moment des travaux du tram en direction de Königshofen-Lingolsheim, a dû se tourner vers des opérateurs de l'archéologie préventive parce que le diagnostic initial fait par l'INRAP avait révélé qu'il y avait des choses ici à découvrir ou à approfondir pour voilà. Donc ça c'est le cadre général du fonctionnement de l'archéologie préventive. Alors l'UMR, l'unité mixte de recherche, le laboratoire Archimède, son rôle est d'essayer de fédérer l'ensemble. C'est pour ça que vous retrouvez, si je reprends ma diapositive précédente, les différents opérateurs de l'archéologie préventive comme partenaires de l'UMR et un certain nombre d'archéologues de l'INRAP, d'Archéologie Alsace, d'Antea Archéologie sont membres titulaires de l'UMR, de l'unité mixte de recherche Archimède. De même qu'un certain nombre d'archéologues du ministère de la Culture, évidemment. Donc le rôle de la DRAC Grand Est, j'en ai parlé en quelques mots. Ici, une présentation avec la référence du site internet de l'INRAP, donc je répète, l'Institut national de recherche de l'archéologie préventive. Pareil pour Archéologie Alsace, et avec les écussons du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Et enfin, le site d'Antea Archéologie, donc l'opérateur privé. Donc les aménageurs qui envisagent des grands travaux, les promoteurs immobiliers qui rencontrent dans les sous-sols qu'ils atteignent par leurs travaux peuvent être obligés par le ministère de la Culture, via la DRAC et le service régional d'archéologie, de faire intervenir l'un ou l'autre de ces opérateurs. Voilà. Alors, en quelques mots encore, parce que j'ai peur d'être un peu long, je vous présente rapidement l'ensemble des équipes de l'UMR, donc du laboratoire Archimède. Le laboratoire est divisé en 4 équipes, elles-mêmes définies selon leur périmètre, à la fois géographique et chronologique. L'équipe 1, qu'on appelle Théo, pour Territoire et Empire d'Orient, regroupe les archéologues et les historiens qui travaillent sur l'Orient antique, l'Égypte antique et le monde byzantin. Donc vous les retrouvez ici au centre, en vert. Ici, la structuration plus détaillée de cette équipe Théo. Là, on a assez peu, voire pas, si je ne me trompe pas, de membres de l'archéologie préventive, parce qu'on est hors champ géographique de l'intervention de l'archéologie préventive. Puisque là, on est sur l'Égypte, l'Irak, la Turquie, la Syrie, c'est plus le cas depuis 2011, mais enfin, bon, voilà. L'équipe 2 s'intitule, vous voyez, Histoire et archéologie des mondes grecs et romains. C'est histoire et archéologie du monde antique classique, entre guillemets, avec un certain nombre d'axes de recherche. La plupart des membres de cette équipe 2 sont des enseignants-chercheurs des universités de Strasbourg et de Mulhouse, mais il y a également un certain nombre
nombre d'archéologues de l'archéologie préventive, par exemple M. Pascal Flotté, qui vous parlera dans un instant, et comme il vous l'a dit tout à l'heure, comme ça a été dit, responsable d'une opération sur Argentoraté, sur les origines de Strasbourg, qui relève de cette équipe. L'équipe 3, intitulée Préhistoire de l'Europe moyenne, elle regroupe aussi bien une chercheuse du CNRS, un professeur de l'Université de Strasbourg et des membres, des opérateurs de l'archéologie préventive, et notamment M. Frédéric Seara, qui est d'ailleurs conservateur à la DRAC Grand Est. Hein, voilà. Et enfin, l'équipe 4, qui regroupe essentiellement des proto-historiens et également des spécialistes de l'archéologie du Haut Moyen-Âge, intitulée, vous voyez, Archéologie médio-européenne et rhénane, l'équipe AMER, elle aussi regroupe aussi bien des enseignants-chercheurs, des enseignants-chercheurs qu'un certain nombre d'archéologues de l'INRAP, hein, comme Clément Félu, qui est d'ailleurs le responsable de cette équipe. Vous voyez donc une imbrication très étroite sur le plan humain, sur le plan des effectifs, entre aussi bien des universitaires que des archéologues de l'archéologie préventive. L'UMR, oui, bon, je passe sur des programmes transversaux. L'UMR a naturellement des contacts au niveau régional sur la région du Rhin supérieur avec les universités de Fribourg-en-Brisgau et de Bâle, notamment par le biais d'un regroupement des unités de recherche en histoire ancienne et en archéologie, regroupement que l'on appelle le Collegium Beatus Rhenanus, qui existe depuis 1997 et qui développe d'ailleurs des publications, un master trinational, etc. Il y a un collège doctoral des sciences de l'Antiquité, animé par un de mes collègues, le professeur Eckhard Wirbelauer, qui est un peu à l'origine de ce collège doctoral, avec une thématique foule et intégration dans les sociétés antiques, en lien avec les universités de Bonn et de Berne, avec extension récente sur Luxembourg, Liège et Bruxelles. Donc là aussi, un ancrage régional important, au niveau là, de la formation doctorale. Le siège d'Archimède est juste à côté d'ici. Quand vous sortirez du collège doctoral européen, juste à côté, vous avez un bâtiment un peu plus bas que les autres, que nous appelons la MICHA, la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme, Alsace, qui abrite les locaux de l'UMR Archimède, donc qui est une unité de recherche hébergée par la MICHA. Voilà. La MICHA, ce sont des bâtiments, c'est là où nous avons nos bureaux, nous avons également notre bibliothèque, une bibliothèque de recherche spécialisée en grande partie. Tout le niveau 1, tout le rez-de-chaussée de la bibliothèque est consacré aux livres sur l'Antiquité, l'archéologie et l'histoire de l'Antiquité au sens très large, vu par le périmètre géographique d'Archimède. Voilà. Il y a également une de mes collègues, directrice de recherche au CNRS, Madame Arbogast, qui est à l'origine de cette ostéothèque qui se trouve également à 2 pas d'ici. Cette ostéothèque dépend ou fait partie du musée zoologique de la ville de Strasbourg. Donc c'est à 2 pas d'ici, sur le boulevard de la Victoire. C'est une collection assez inédite, en tout cas exceptionnelle dans l'Est de la France, qui recueille l'ensemble des ossements d'animaux retrouvés dans toute la région et qui permet de constituer une base de données de ces ossements, ce qui permet à un archéologue qui tombe sur un fragment d'os de savoir à quel animal ça appartient, éventuellement d'en suivre l'évolution également sur le plan biologique. Voilà, donc là, c'est une image un peu spectaculaire, mais en réalité, il y a plein de tiroirs avec plein de petits os répartis selon type d'ossement. C'est une base de données qui est actuellement d'ailleurs en cours de numérisation dans un projet qui s'appelle Vertébrés, où chacune de ces
ces pièces est numérisée en 3D, et permettant d'ailleurs des reconstitutions de ces animaux. Voilà. Et il y a un projet actuellement en cours pour y intégrer le mammouth qui n'y figure pas encore. Voilà. Et une autre collection d'un autre type, ici, qui relève plus de l'archéologie et de l'histoire de l'art, qui est la gypsothèque, c'est-à-dire la collection du musée des moulages, comme nous l'appelons, appelé Adolf Michaelis, du nom du créateur de cette collection. C'est un professeur allemand d'histoire de l'art de la fin du 19e siècle, qui a participé à la création de cette collection au moment de la création de la Kaiser Wilhelms Universität en 1884. À l'époque, on n'avait pas encore de diapositives ni de PowerPoint, et donc pour que les étudiants puissent se rendre compte des œuvres antiques, on en a fait des moulages qui constituent aujourd'hui une collection tout à fait exceptionnelle, parce que parfois, les moulages qui ont été effectués au 19e siècle présentent des œuvres qui ont été soit détruites depuis, soit ont été abîmées. Et donc, les conservateurs, aussi bien du musée de l'Acropole ou d'ailleurs, peuvent venir ici à Strasbourg consulter. Ça encore, c'est une forme de base de données en plâtre, en 3 dimensions, mais qui est bien réelle. Une collection abritée au palais universitaire. Voilà. Encore, il y a des bases de données plus modernes ou plus récentes, comme Archéogis, qui est une base de données numérique qui permet aux archéologues de reporter sur des cartes l'ensemble des données fournies par l'archéologie sur un point donné, à un endroit donné. Donc on y retrouve sur Archéogis, imaginez une sorte de grand fond de carte sur lequel on reporte toutes les découvertes faites et actualisées au fur et à mesure des découvertes, y compris avec les références bibliographiques, les inscriptions découvertes, etc. Voilà. Donc Archéogis. Une autre base de données, mais qui a son importance aussi, c'est le BAR, dont je suis aussi le directeur, le bulletin analytique d'histoire romaine, qui existe aussi bien sous forme numérique que sous forme papier, qui est une sorte de base de données bibliographique qui recense toutes les publications en histoire romaine dans le monde, année après année. Et enfin, le service d'analyse des formes architecturales et spatiales, Anarchis, qui est un service très particulier à Archimède, qui a été développé par une ingénieure de recherche qui a malheureusement disparu tout récemment, Madame Duvette, qui a développé des techniques de mise en forme des images en 3 dimensions à partir des plans et des découvertes, des relevés faits sur les sites archéologiques partout où elle intervenait d'ailleurs, mais où interviennent d'autres archéologues d'Archimède. Vous voyez ici la carte d'intervention du service Anarchis. Et enfin, quelques mots sur la revue du laboratoire, qui porte le nom du laboratoire, la revue Archimède. Vous avez ici les couvertures des 2 premiers numéros. Nous sommes actuellement, nous venons de publier, alors cette revue existe, c'est une revue en ligne, une revue sur Internet, si vous préférez. Nous tirons quelques exemplaires en version papier, mais c'est une revue d'abord pour être lue en open access, donc accès universel en ligne. Nous en sommes actuellement au 5e numéro, 4 numéros papier parus et 5 numéros en ligne. 6e est en préparation, il y a un hors-série en préparation. C'est pas seulement d'ailleurs, là j'insiste là-dessus, en tant que non seulement directeur du labo, mais également par ma fonction comme directeur de la revue, ce n'est pas seulement une revue de laboratoire, puisque Archimède publie des articles venant de chercheurs, j'allais dire du monde entier, en tout cas pas uniquement des chercheurs d'Archimède. Et un de mes souhaits, c'est que, à terme, les découvertes de l'archéologie préventive puissent également être publiées, présentées dans cette revue. Et voilà, la réflexion est actuellement en cours. Voilà, je crois que j'ai été trop long. Je cède la place maintenant à Monsieur Pascal Flotté, qui va vous parler des fouilles menées à Königshofen.
Bonjour, merci pour l'invitation. Alors moi, je vais vous présenter quelques aspects des découvertes archéologiques et des recherches qui sont menées depuis quelques années. Car en fait, dans la partie orientale du quartier de Königshofen à Strasbourg, donc on connaît, il y a un grand nombre d'aménagements contemporains, notamment liés à des projets immobiliers ou bien, comme on l'a dit tout à l'heure, le tramway qui vient donc à Königshofen. Et donc là, vous avez ici, dans toute cette partie-là, donc de part et d'autre de l'autoroute A35, un grand nombre d'aménagements qui ont cours pratiquement depuis 5 ans et qui ont toujours lieu en ce moment, puisqu'il y a des fouilles encore à l'heure actuelle. Et il y en aura certainement d'autres plus tard. Et donc, c'est l'occasion donc pour le service régional de l'archéologie, dont il est fait mention tout à l'heure, de prescrire un certain nombre d'interventions archéologiques. D'abord des diagnostics, comme cela a été rappelé, donc sous forme de sondage. Et donc, ça a permis de sonder pratiquement 3 hectares de terrain donc en milieu urbain actuel. Ça veut dire que pour les archéologues, c'est vraiment quelque chose d'assez important en termes de surface. Et donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir développer des connaissances sur une grande surface et de mieux connaître les organisations. Donc voilà, donc en rouge, donc ces zones prescrites qui ont donné lieu donc à des diagnostics, et donc une partie qui ont pu donner lieu aussi à des fouilles. Alors, au 1er siècle après Jésus-Christ, donc c'est vraiment la première occupation romaine de Strasbourg, de part et d'autre de l'actuelle route des Romains, qui constituait déjà, dès l'époque antique, un axe important, se développait ce qu'on appelle une allée aux tombeaux, donc c'est-à-dire des monuments funéraires qui étaient vraiment de part et d'autre de cette route, grâce à des données anciennes qu'on connaît depuis le milieu du XIXe siècle et que je vais balayer très rapidement dans quelques instants. Pour le deuxième, alors je voyais que justement donc le rectangle en rouge représente le secteur des aménagements contemporains et donc que ça concerne une partie de cette nécropole. À la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, on assiste à l'installation d'un camp permanent de la 8e Légion, dans le quart sud-est de l'ellipse insulaire, et qui donne lieu en fait au développement d'habitats assez conséquents. Et au 2e siècle, à Königshofen, on voit vraiment un développement spectaculaire des zones bâties. Donc vous pouvez voir les zones en grisé, violet grisé à gauche, et donc avec toujours les axes importants de la route des Romains qui est indiqué en rouge. Et donc vous voyez que c'est quand même assez important, donc ça fait pratiquement 2 km de longueur sur à peu près 500 mètres de largeur. Et voilà, donc là, je vais vous parler donc d'une fouille en particulier ici, donc avec vraiment quelques aspects. Je ne vais pas vous parler, par exemple, de l'agglomération du IIe siècle, IIIe siècle. Je vais me rester cantonné avec Séverine Blin à la nécropole du 1er siècle après Jésus-Christ, et en vous parlant d'une fouille en particulier, celle qui a eu lieu en 2014-2015, dont l'étude est d'ailleurs toujours en cours, donc c'est vraiment toujours un travail qui n'est pas encore achevé. Donc on vous présente quelques aspects aujourd'hui. Juste un bref balayage des découvertes anciennes. Donc des découvertes anciennes qui sont connues depuis le milieu du XIXe siècle, grâce notamment à des travaux de construction, par exemple quand on construit une cave, quand on construit une maison. Et donc ça permet de découvrir un certain nombre d'éléments lapidaires, donc des éléments d'architecture. Comme vous pouvez en voir quelques illustrations ici dans les vignettes, des sépultures à crémation, c'est-à-dire des vases dans lesquels étaient conservés, déposés les os des défunts, et puis également donc, des stèles inscrites, la plupart qui concernent des soldats ou des vétérans de la 2e Légion, c'est-à-dire une légion qui a stationné à Strasbourg entre les années 15 et 43 après Jésus-Christ. Donc ces différents éléments d'architecture ont été trouvés dans différents contextes en fait.
quelques-uns étaient découverts dans des fosses, donc à l'état fragmentaire, et donc lors de leur dégagement, donc là ici en l'occurrence par exemple pour le mausolée de Marcus Valerius Rufus, c'est à l'occasion d'une fouille préventive réalisée en 1998. Là, les éléments ont pu être fait l'objet d'une proposition de restitution et d'une valorisation au musée archéologique de Strasbourg. Donc là, pratiquement toutes les pièces que je vais vous montrer sont exposées au musée archéologique de Strasbourg, où vous pouvez les voir. Donc des éléments qui ont été mis dans des fosses, des éléments également qui ont été trouvés probablement en place, notamment c'est le cas de cette stèle, la stèle de Largenius, qui était associée avec un édicule maçonné. Idem pour celle-ci. Ici également donc à l'avenue du cimetière avec une base, idem pour celle-ci, cette stèle, et puis donc là une image des archéologues qui nous ont précédés, donc notamment l'équipe de Strasbourg en 1927 avec Robert Forer à sa tête, qui ont découvert donc un édicule maçonné. Donc vous pouvez voir les éléments de mur donc, au premier plan. À l'arrière-plan, vous pouvez distinguer un bloc qui est un bloc semi-cylindrique qu'on appelle un chaperon, qui servait en fait à couvrir le fait des murs de ces édicules. Et puis donc vous voyez dans les bras de la jeune femme qui est située à l'arrière-plan, un vase qui correspond en fait au vase ossuaire qui était placé au milieu de l'édicule carré. D'autres éléments aussi donc, trouvés dans des fosses, et puis d'autres types de contextes aussi, car au XIXe siècle, en fait, en creusant des caves, on a découvert d'anciens éléments, de stèles, qu'on a remployés dans les murs des maisons construites à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle. Voilà. Et puis donc, la fouille du 8-20 route des Romains a permis pour la première fois de découvrir sur une surface assez conséquente, un tronçon de cette nécropole qu'on connaissait jusqu'à présent que par certains aspects très isolés. Et donc là, on a pour la première fois la possibilité de l'observer sur à peu près 75 mètres de longueur, avec 18 nouveaux ensembles régulièrement alignés le long de la rue et placés les uns à côté des autres, sachant que la zone en grisée correspond à l'emplacement de l'axe antique qui est situé sous la route actuelle, la route des Romains. Avec des éléments qui sont particulièrement bien conservés, notamment cet ensemble-ci, qui est un édicule maçonné un peu du même type que vous avez pu voir avant, de 1927, donc avec quelques assises, enfin 4 assises conservées, avec également, donc vous pouvez observer ici, juste derrière, là, un élément qui correspond en fait à une stèle qu'on a retrouvée couchée face contre terre, donc il y a une stèle inscrite, dont vous verrez une transcription quelques instants plus tard. Et puis donc à l'arrière, un certain nombre d'éléments d'architecture, notamment je parlais des chaperons, donc une série de chaperons qui ont été jetés à l'arrière de ce monument-ci. Et puis au centre, ici, vous pouvez observer la présence d'une sépulture à crémation sous la forme d'un vase ossuaire, en position donc centrale. Autre élément bien conservé, c'est par exemple cette base d'1,50 m sur 1,20 m en calcaire, et qui, vous voyez, est construite sur un radier de fondation assez costaud en mortier, en petits blocs et mortier, et sous laquelle se trouvait le vase ossuaire que vous avez sur la gauche. Autre exemple donc, de radier de fondation, probablement pour un monument du même type que celui que je vous viens de montrer à l'instant, avec un vase ossuaire également conservé en position centrale dans la fondation. Autres éléments aussi, donc, comme marqueurs de tombes qu'on a pu trouver, donc c'est des éléments de support à mortaise. Donc vous voyez des sans-coches qui servaient en fait à fixer des stèles et donc de façon à les maintenir verticalement. Et donc avec également en association des sépultures à crémation juste derrière. Donc au final, on sait que cette nécropole se développe
entre la première moitié du 1er siècle jusque dans la, en tout cas pour les tombeaux individuels qui sont en bordure de voie, jusque dans la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc, la plupart étant réservés à des soldats ou des vétérans de la 2e Légion. Donc on a retrouvé 3 autres inscriptions qui nous permettent de le confirmer. Et puis donc, dans le courant de la seconde moitié du 1er siècle et au tout début du 2e siècle, d'autres éléments d'autres sépultures à crémation qui s'installent à la fois dans les enclos de certains monuments et également à quelques dizaines de mètres en arrière de ces monuments. Donc c'est ici indiqué ces éléments ici, donc ces sépultures à crémation. Et puis également d'autres sépultures à crémation qui se développent dans les espaces beaucoup plus lointains par rapport à la route des Romains. Avec parmi ces sépultures, des ensembles, enfin des sépultures assez particulièrement bien conservées et assez remarquables, donc qui sont conservées dans des coffrages de dalles de terre cuite, couverts avec des couvercles en tuiles, et à l'intérieur desquels on trouve donc le vase ossuaire en verre, accompagné d'un certain nombre d'offrandes. Donc, par exemple, ici, vous avez sous les yeux quelques cruches, et puis également un mobilier d'accompagnement qui peut, soit en offrande, soit qui sont issus des résidus qui étaient sur le bûcher et qui accompagnaient les résidus de crémation. Et puis également donc, des préparations alimentaires, notamment avec des dépôts alimentaires, avec un certain nombre d'animaux qui sont présents et un certain nombre de matières organiques qui peuvent correspondre à des galettes, du pain ou de la bouillie. Voilà. Et donc dans le courant du IIe siècle, on pense plutôt dans la première moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, on assiste donc à une fermeture de cette nécropole-là qui se traduit par en fait un démantèlement de l'ensemble des monuments funéraires. Donc on arrase une partie des monuments, on repousse un certain nombre de blocs dans quelques fosses à l'arrière. Alors c'est pas systématique, hein, on n'en retrouve que quelques-uns, donc ça veut dire que d'autres ont été probablement réutilisés ou récupérés, ou en tout cas à d'autres fins. Voilà. Et donc voilà, et puis donc à partir de là, on démantèle, et ensuite on nivelle et on met un remblai dessus pour faire place au quartier d'habitation qui va s'en suivre donc dans le courant du IIe siècle et IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors bien sûr, tous ces éléments-là, lapidaires, nous permettent, avec tous ces plans qu'on peut avoir, nous permettent de proposer et d'avancer dans la restitution. Merci Pascal. Alors, bonjour à tous et merci de me convier donc à mon tour à une courte présentation, nécessairement, je vais essayer courte, pour donc évoquer le second aspect, celui qui suit immédiatement la fouille, celui de l'analyse, qui est presque, peut-être même encore plus long que celui de la fouille finalement. C'est l'étape de l'analyse et de l'étude et de la restitution pour ma part qui m'a intéressée. Alors laissez-moi tout d'abord exposer brièvement les intérêts de cette fouille pour un spécialiste d'architecture et de sculpture que je suis. En effet, à l'échelle de Strasbourg, ces premières découvertes qui ont été faites à Königshofen sont aussi les premières finalement dont les vestiges sont clairement conservés in situ, avec la possibilité rare donc d'une recontextualisation de l'ensemble des données, notamment des blocs qui ont été découverts sur place, des blocs d'architecture, mais aussi des blocs de sculpture ou d'épigraphie. Vous avez vu qu'un certain nombre d'entre eux avaient déjà été découverts au XIXe, certes, très beaux et tous présentés au musée, mais, et c'est bien le problème, ils n'étaient jamais recontextualisables. Donc on ignorait le contexte précis dans lequel ils avaient été découverts. Or ici, et c'est bien tout l'avantage de cette fouille, c'est que désormais, on a la possibilité de recontextualiser, de préciser exactement au niveau de la fouille les contextes de ces éléments.
Il convient par ailleurs de souligner que cette fouille a pu être menée dans un processus donc de collaboration avec Pascal Flotté, qui nous a permis de monter ou de mener une approche globale de l'étude architecturale qui s'intéresse aussi bien aux aspects morphologiques, c'est-à-dire à l'étude architecturale qu'on va voir à l'instant, qu'aux aspects techniques, autrement dit l'étude des matériaux de la construction. On se situe ici sur des monuments qui sont parmi les premiers construits à Strasbourg, puisqu'on est au tout début du 1er siècle, la ville n'existe pas encore, et on a affaire donc aux premiers monuments qui sont construits en grand appareil à Strasbourg. On s'est donc intéressé aux matériaux de construction qui étaient utilisés à ce moment-là, au moment où se met en place, par conséquent aussi, un marché de la construction. Et évidemment, dans ce cadre, ont été étudiés aussi les éléments d'architecture et de sculpture pour leur qualité esthétique. Mais c'est bien ces trois approches qui ont guidé et conduit l'ensemble de l'étude que je vous présente à l'instant. Alors évidemment, ce sont les différentes étapes de la restitution, qui est une phase, comme je l'ai dit, qui est presque aussi longue que celle de la fouille et qui est permise en grande partie par l'état de conservation et puis la présence, évidemment, encore en place ou presque encore en place d'un certain nombre d'éléments. Ici, vous avez un des ensembles funéraires qui est parmi les mieux conservés, où vous distinguez très nettement donc, cet ensemble de murs maçonnés en grès, rose, une stèle qui, elle, est couchée à l'avant, ainsi qu'un certain nombre de blocs d'architecture qui sont disposés, répartis à l'arrière de ce monument qui, semble-t-il, a été démantelé donc, au début du IIe siècle. Alors, cette stèle, une fois retournée, nous a permis évidemment de réattribuer cet ensemble funéraire aux défunts. Donc on a la mention ici du nom du défunt. C'est un grand privilège de pouvoir en même temps étudier les vestiges architecturaux et d'avoir une mention épigraphique très précise. Donc on a un certain Publius Rufrenius qui est donc, je passe rapidement sur ces questions, mais je signale tout de même qu'il est annularius, donc fabricant d'anneaux, sans doute pour l'armée. Et c'est d'autant plus probable qu'on sait que la personne qui a fait ériger ce monument pour ce Publius Rufrenius est lui-même un légionnaire. Alors voilà les étapes d'une restitution architecturale, très rapidement évoquées. Évidemment, l'objet n'est pas de rentrer trop profondément dans cette histoire de la restitution, mais vous y voyez toute une série de maquettes et d'axonométries qui nous permettent de proposer des repositionnements des blocs isolés à l'intérieur de l'ensemble architectural et donc de repositionner, ce faisant, ces fameuses stèles funéraires que vous avez sans doute vues à plusieurs reprises déjà au musée archéologique, mais qui n'étaient pas présentées comme cela toutes seules, mais qui étaient dans un ensemble architectural un peu plus complexe. Ici, vous le voyez, un enclos de forme grossièrement carré et dans lequel était insérée en façade la stèle funéraire. Alors, ces murs maçonnés bénéficiaient d'un traitement de façade avec des systèmes de stuc, notamment, enfin de joints traités quasiment en stuc. Donc, le rose-rouge du grès n'était pas forcément visible, mais il avait été retraité en façade. Alors, ces éléments de ces premiers ensembles nous ont permis de retravailler sur des fouilles anciennes. Et oui, on s'aperçoit sur ces photographies anciennes qui sont utiles tout de même que dans certains de ces ensembles, on a des éléments de grand appareil qui sont encastrés et interprétés à l'époque comme des abreuvoirs pour les animaux. Évidemment, il n'en était rien. C'était des éléments qui permettaient, là aussi, dans la façade du monument, vous voyez ici ce fameux bloc que je vous présente un peu plus haut sur la photo, qui servait en réalité à insérer la stèle qui se trouvait en façade et donc nous a permis de réinterpréter un des ensembles funéraires, l'ensemble 1 notamment, qui présentait exactement le même dispositif que celui déjà découvert un peu plus haut en 1927. D'autres ensembles funéraires présentent quasiment les mêmes types morphologiques du point de vue planimétrique, mais présentent des modalités de construction un petit peu différentes. C'est le cas notamment ici, où finalement ces murs ne sont plus des murs maçonnés, mais sont
construits en grand appareil monolithe de grès rose, avec des systèmes, ici que vous voyez sur le dessus des blocs, qui sont des systèmes de mortaise pour pouvoir soulever les blocs, donc avec des grues qui devaient être mises en place pour pouvoir assurer le chantier et la mise en place de ces blocs, qui étaient des blocs tout de même, comme vous le voyez d'après les dimensions, assez remarquables. D'autres éléments donc, de ces mortaises et de ces stèles qui ont pu être rapprochées puisqu'elles ont été découvertes en place nous montrent la grande fréquence de cet usage et l'utilisation de matériaux de construction, là aussi mixtes parfois, puisque l'on retrouve soit des stèles qui sont construites en grès gris, soit des stèles qui sont construites et réalisées en calcaire blanc, qui ne vient pas évidemment d'Alsace, et des blocs de mortaise, donc des socles, qui sont parfois réalisés en grès rose, donc des Vosges, et d'autres en calcaire. Donc vous voyez une mixité sur les matériaux de construction employés. Et puis, dans un des cas, au moins, on a pu associer cette stèle et ce socle à un élément d'enclos qui, cette fois-ci, serait en matériaux périssables. Ici, on a restitué des trous de poteaux, mais ce sont des poteaux en bois ou éventuellement, peut-être, des végétaux qui permettaient de créer cet enclos un petit peu semblable ou qui peut constituer une variante de ce que vous avez vu plus tôt. Sont conservés aussi sur cette fouille un certain nombre d'éléments complètement construits en grand appareil. C'est le cas de ces petits monuments pyramidaux dont on conserve plusieurs attestations sur la fouille et qui peuvent être assez assurément restitués grâce à plusieurs éléments isolés qui ont été découverts sur la fouille, notamment ce bloc de corniche-ci ou des blocs d'orthostate inscrits que vous voyez à droite, qui font encore mention d'un vétéran, sans doute un vétéran de la 2e Légion, encore une fois. Cette fouille a aussi permis donc de découvrir toute une série de nouvelles stèles, de nouveaux fragments plus ou moins bien conservés, qui attestent que désormais, dès le début du 1er siècle, on a bien à Strasbourg un atelier de tailleurs de pierre qui réalise pour ces légionnaires de la 2e Légion ces stèles funéraires, mais également l'ensemble des mausolées que vous avez vus. Alors d'un point de vue stylistique, c'est un travail en cours, mais on voit déjà que l'atelier de Strasbourg présente un certain nombre de traits caractéristiques qu'on qualifiera de stylistiques, mais qui sont tout à fait intéressants à mentionner avec ces petits lions que vous pourrez revoir au musée si vous vous y rendez, ou bien des sphinges qui devaient se trouver au sommet, qui sont parfois encore conservés sur certains des éléments, comme sur celle-ci, où on devine une sphinge couchée. Sphinges et lions ont été également découverts, non pas dans leur version miniature en haut de ces stèles, mais aussi sous leur forme en ronde bosse, de véritables statues en ronde bosse, que vous avez peut-être eu la chance de voir pendant l'exposition qui s'est tenue sur Strasbourg-Königshofen. Donc, durant cette fouille, ont été découvertes également donc, 2 sphinges et 2 lions, qui forment un groupe funéraire tout à fait homogène, là aussi réalisé en grès gris, qui renvoie manifestement à cette sphère funéraire, là aussi, mais qui, malheureusement, on ne peut pas tout avoir, n'est plus associé à son monument d'origine. On en est donc réduit à émettre un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir rapprocher ces sculptures de leur monument d'origine. Et si l'on se fonde, en tout cas, sur le corpus comparatif, il faut sans doute penser qu'on a affaire là à 4 sculptures qui proviennent d'un grand monument funéraire dont on a récupéré les éléments architecturaux, un petit peu comme à l'image plutôt de ce que on a conservé et restitué dans une nécropole d'Italie du Nord, à Sarsina, ou bien sur le grand mausolée qui a été restitué par des collègues à Orange. Voilà, pour vous donner une image de ce à quoi ça pourrait ressembler et qui, en toute hypothèse, bien sûr, pourrait être éventuellement rapproché d'un monument à édicule du type de celui qui avait été restitué au musée il y a quelques années grâce à la découverte de la rue du Donon ou bien à d'autres membres disjecta, à d'autres éléments que vous pouvez retrouver au musée.
Voilà ce que donne une première proposition de restitution de cette façade monumentale qu'on appelle donc une allée au tombeau. Alors c'est donc une allée au tombeau, oui, qu'est-ce que c'est? C'est un mode d'organisation d'une nécropole. Toutes les nécropoles ne doivent pas ressembler à ça, bien entendu, mais ici, dans le cas de Strasbourg, on a un type d'organisation que l'on retrouve normalement uniquement dans les sites urbains. Ici, évidemment, pour Strasbourg, ça nous pose des questions, puisqu'on est dans un camp militaire au début du 1er siècle, et donc on peut considérer que cette nécropole est un des premiers traits spécifiquement urbains de la ville de Strasbourg, avec, à l'intérieur de cette nécropole, un certain nombre de personnages qui sont représentés. Désormais, on sait qu'on n'a affaire qu'à des hommes. Ce ne sont que des hommes, que des soldats. En tout cas, pour l'instant, toutes les attestations renvoient à la 2e Légion, en grande majorité à des soldats, à des légionnaires ou à des vétérans, parfois à des auxiliaires de cavalerie, et à un annularius, donc sans doute un fabricant d'anneaux, lié lui aussi à la Légion. Il n'y a pas évidemment de présence de femmes, pas de présence de famille non plus. Donc on est là devant évidemment une nécropole qui est privilégiée pour un certain nombre, ou un certain statut en tout cas, de personnages qui devaient vivre à l'époque à Strasbourg. On se trouve aussi devant une zone qui livre encore beaucoup de nouvelles attestations, et qui reste évidemment à étudier. Donc on n'a pas fini du tout le travail, qui montre aussi que ces découvertes récentes, par exemple d'un serpent-colonne associé à deux lions funéraires, qui montrent aussi qu'il y avait d'autres ensembles funéraires qui se déployaient au-delà de la fouille qu'on vous a présentée ici, et que des collègues, encore très récemment, ont confirmé en découvrant, par exemple, ces 2 nouvelles stèles qui ont été découvertes sur des parcelles voisines de celles qui ont été fouillées par Pascal Flotté, et donc qui montrent aussi la profondeur peut-être chronologique, puisque ces 2 stèles renvoient non plus à la 2e Légion, mais à la 8e Légion, et donc nous donne un indice fort pour confirmer, témoigner en tout cas de l'usage de cette nécropole, non seulement par la 2e Légion pendant la première moitié du 1er siècle, mais au-delà, par la 8e Légion au moment de son arrivée à la fin du 1er siècle. Donc on a évidemment des moments de transition historique qui sont très très importants pour la compréhension de la fondation de la ville de Strasbourg. Voilà, merci. Alors, merci à vous 3 pour vos interventions. Moi, j'avais une première question un peu plus générale. Je lisais sur le site de la DRAC que 90% des découvertes étaient réalisées dans le cadre de fouilles préventives. Et je me demandais s'il fallait forcément qu'il y ait un chantier pour qu'il y ait des fouilles, puisque si on a suspicion de fouilles, pourquoi on ne les réalise pas avant qu'il y ait un chantier? Oula. Monsieur Boès, peut-être vous voulez répondre à cette question? Il y a le conservateur. Oui. Monsieur le conservateur de la DRAC. Il est là. Oui. Ah, voilà, pardon, je ne voyais pas. Merci. Nicolas Perrault, je suis conservateur régional adjoint en charge de l'Alsace à la DRAC Grand Est. Les opérations d'archéologie préventive, elles se font systématiquement en amont de tous les chantiers. C'est-à-dire que quand vous dites pourquoi on ne le fait pas avant, il y a 2 raisons, on va dire, simples. La première, on peut avoir des suspicions sur la présence de vestiges, mais qui ne vont pas aller jusqu'à un projet de recherche qui est porté par un chercheur qui voudrait aller mener des fouilles. Et puis la deuxième, elle est très concrète, très pragmatique, c'est que ces opérations ont un coût et qu'elles ne sont donc déclenchées en règle générale que par le fait qu'il va y avoir au moins à court, voire moyen terme, un projet de construction. D'accord. Et je me demandais si une entreprise tombe sur un vestige, est-ce qu'elle a une obligation légale de le signaler? Ou est-ce qu'elle peut se dire « Ah bah mince, ça va bloquer mon chantier, est-ce que j'arrête mon chantier ?» Ah, ça, c'est illégal. Alors, je peux aussi compléter là-dessus, puisque c'est une obligation légale de tout un chacun. C'est pas une question d'entreprise. Oui, ou de particulier. Toute personne qui fait
une découverte de vestiges archéologiques, qu'on parle d'objets, de structures, de maçonnerie ou quoi que ce soit, est tenu légalement d'en faire la déclaration au maire de la commune, qui doit ensuite saisir le préfet de région pour en informer. Donc dans la pratique, en fait, il faut déclarer au service régional de l'archéologie les découvertes qui sont faites pour effectivement éviter les blocages de chantier, etc., etc. D'accord. Alors là, celle-là, vous pourrez peut-être y répondre. Au niveau des chantiers, dans le cadre de l'archéologie préventive, est-ce que vous avez des contraintes différentes d'un autre chantier, peut-être de temps, parce qu'il y a un projet de construction, ou est-ce que vous avez tout le temps que vous voulez? Je ne sais pas s'il y a des contraintes particulières. Pascal, ça marche? Oui, ça marche. En fait, non. Il y a des projets de fouilles. Donc il y a, entre l'aménageur et l'opérateur d'archéologie préventive, il y a un contrat en quelque sorte, et avec un projet derrière qui prévoit les moyens et le temps, la durée de l'opération archéologique. Donc c'est vraiment cadré dans le temps. Ouais. Mais s'il y a un vestige qui vous intéresse, comment vous faites alors? Vous le mettez de côté, vous le sortez, enfin... Si par exemple il y a par rapport à ce qui était prévu ou prévisible en termes de traitement au niveau de la fouille, si on trouve des vestiges qui nécessitent des temps de traitement plus longs, on voit ça donc avec le service régional de l'archéologie pour éventuellement reconsidérer les moyens et la durée de la fouille. Voilà, éventuellement. Voilà. Et est-ce qu'un chantier pourrait être stoppé par une découverte? Complètement stoppé? Par une grande découverte, un projet de construction par exemple? En principe, l'archéologie préventive est là pour, juste en amont, pour éviter ce genre de choses. Donc tous les permis de construire, beaucoup de permis de construire transitent par le service régional de l'archéologie qui instruit ces dossiers-là et qui prescrit des diagnostics archéologiques déjà, donc pour voir s'il y a quelque chose de positif, si c'est positif en termes d'archéologie ou pas, et puis s'il y a lieu, donc ensuite d'aller sur la fouille. Voilà. Donc le système est fait en sorte que d'éviter au maximum que des entreprises lors d'un chantier de construction tombent sur des vestiges. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et au niveau du financement, c'est l'État qui finance ces chantiers? Alors il y a le financement pour les diagnostics, c'est fait par une redevance d'archéologie préventive qui est collectée au niveau des permis de construire. Et quel que soit le projet, si le projet ne donne pas d'archéologie derrière, mais en tout cas c'est générateur de redevances. Et donc ça permet de financer les diagnostics archéologiques. Également aussi un fonds national d'archéologie préventive qui permettra éventuellement pour certaines fouilles pour certains aménageurs d'être remboursés ou d'être en partie subventionnés. Et puis en ce qui concerne les fouilles préventives, même, c'est l'aménageur lui-même qui engage les moyens pour réaliser cette fouille. Et si, par exemple, dans certains cas, il peut être aidé par ce Fonds national d'archéologie préventive pour que ça puisse, rembourser en partie ou partiellement, enfin en partie ou totalité le montant. Voilà. D'accord. Je vais peut-être rajouter des choses peut-être plus précises sur... Ouais. Oui, peut-être simplement rajouter que le propriétaire qui construit pour lui-même n'aura pas à payer sa fouille. Ça, c'est la loi prévoit une prise en charge effectivement par l'État par le biais de ce FNAP, de ce Fonds national d'archéologie préventive. Et, de la même manière, les constructions sociales à caractère social peuvent être aussi prises en charge à un certain montant. Mais c'est vrai que la loi prévoit quand même que le cas général, en fait, c'est l'aménageur, le constructeur est considéré comme destructeur des vestiges archéologiques par son projet et du coup c'est un peu le principe du pollueur-payeur et donc il est amené à payer lui-même le montant de la fouille qui s'impose à lui. Il n'a pas le choix, il est obligé de la réaliser. Voilà. Par contre, effectivement, il peut obtenir par la suite un subventionnement d'une partie, c'est jamais la totalité, mais une partie de la fouille peut être subventionnée toujours par le biais de ce FNAP. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais vous laisser un peu la parole.
Merci. Moi, je suis ethnologue de formation et je pose une question qui est peut-être insidieuse, mais à quel moment on décide que ça n'est plus du domaine de l'archéologie, ce qu'on trouve ici ou ailleurs? Qui a posé la question? J'ai pas entendu. Quelle deuxième question? Ma question n'est pas claire, c'est ça? Non, j'ai peut-être pas été. J'étais un peu distrait. Excusez-moi. Pardon. Oui, je demandais à quel moment on décide que telle ou telle découverte n'est plus du domaine de l'archéologie, parce que trop récente, parce que presque contemporaine. Alors je sais que on fait des fouilles maintenant sur les sites de la guerre de 14, entre autres, et on est bien dans quelque chose qui est très presque à la limite mémoriale. Mais est-ce que ça peut aussi intéresser, enfin peut-être qu'il n'y a pas de réponse, mais je pose la question aux archéologues pour savoir à quel endroit ça se situe. Je pense que la réponse relève encore une fois du service de recherche archéologique et de la DRAC qui établit le diagnostic, et le diagnostic sert à ça, me semble-t-il. Vous voulez peut-être répondre sur... Voilà. Puisque le rapport qui est fait est transmis ensuite au préfet. Mais il y a un rapport initial. Donc, voilà. Concernant les limites de l'archéologie, en réalité, il n'y a pas de limite légale à l'archéologie. Donc, évidemment, ça peut démarrer très tôt. On considère quand même qu'il faut une présence humaine, entre guillemets, mais en réalité, il y a même un débordement par rapport à ça. Et la limite la plus proche de nous, en fait, c'est pareil, il n'y en a pas. Vous parliez de la Première Guerre mondiale. Il y a des fouilles, effectivement, sur la Première Guerre mondiale qui apportent leur complément d'information par rapport aux sources écrites ou aux sources iconographiques, aux photographies, même aux films. Alors évidemment, ça donne toujours un éclairage un petit peu différent. Les problématiques sont bien plus ciblées parce qu'il existe tout un tas d'autres sources disponibles. Mais malgré tout, on se rend compte qu'il y a des problématiques que l'archéologie peut développer même sur les périodes les plus contemporaines. Et donc vous parlez de la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi maintenant pas mal de fouilles qui se font, par exemple, sur les camps d'internement ou les camps de concentrationnaires de la Deuxième Guerre mondiale. Et même depuis des décennies. Pas forcément en France, mais en Autriche, en Allemagne, il y a eu des fouilles, ou en Pologne, sur des camps de l'époque, enfin, de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, sur des chars aussi, enfin, oui, en effet. Et sur les charniers, tout à fait, enfin, voilà, oui. Bref, l'archéologie préventive ne concerne pas que l'Antiquité, on est bien d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour. Alors, toute recherche il y a d'abord une interprétation, et ça s'est fait il y a longtemps, sur les photos aériennes. Et le plus moderne, c'est la recherche la prospection électromagnétique. Pourquoi? Et ça, c'est une question que je pose. Faire une campagne de recherche archéologique, c'est très cher. Mais faire une campagne électromagnétique, ça concernerait beaucoup de zones. Pourquoi cela n'est-il pas fait systématiquement, par exemple, dans des zones comme Strasbourg-Königshofen ou dans d'autres zones dans la plaine d'Alsace qui sont très, très fructueuses? Pourquoi être au pied du mur et dire « Ah, on n'a que 3 mois », alors je répète, une campagne électromagnétique serait efficiente et plus réaliste. Merci. Pourquoi ça n'est-il pas fait? Bruno, tu veux répondre là-dessus? Oui, donc les prospections géophysiques, déjà une question de coût, c'est pas forcément moins cher. C'est un a priori qu'on peut avoir. On a des appareils qui coûtent cher, et le deuxième point, c'est que ces appareils ne permettent pas de voir tout. Donc en fonction des sites, en fonction de l'a priori qu'on va avoir, de ce qu'il va y avoir dans le sous-sol, elles peuvent être indiquées ou pas. Donc c'est pour ça que c'est pas systématique. Après, c'est aussi des technologies qui sont assez récentes, qui sont en train d'être développées. Il y a des pays où c'est plus fait que ici. Et après, c'est plutôt des questions de culture et de compétences et de moyens qui sont en train de se développer et d'être mis en place en archéologie préventive.
Pascal ou Séverine, vous vouliez répondre? Oui, alors pourquoi à Strasbourg on ne le fait pas? Tout simplement parce que c'est bâti aussi, hein, donc c'est très complexe de mettre en œuvre, ou ce serait très ponctuel. Après, c'est ce que vient de dire notre collègue là à l'instant, c'est qu'on ne voit pas tout. Alors ça nous donne des indications, etc. Mais alors il y a l'électromagnétique, il peut y avoir aussi l'électrique. Et l'électrique, par exemple, en urbain, il y a des pollutions électriques qui font que c'est des perturbateurs très importants. Donc c'est très complexe enfin, c'est même pour l'instant en tout cas, ce serait pas du tout opérant et ce serait même infructueux. Voilà. Donc pour le moment, rien ne remplace le fait d'aller voir, de fouiller, d'analyser, d'enregistrer. Voilà. Mes propos, c'était justement pourquoi toujours être mis au pied du mur et dire qu'on n'a que 2 mois pour le faire, alors que vous, systématiquement, vous savez très bien qu'une campagne de 2 mois, c'est destruction. Oui, mais on a fait en sorte, l'archéologie préventive, elle s'est construite comme ça, c'est qu'on fait en sorte de ne plus être au pied du mur. On était au pied du mur dans les années 60, encore dans les années 70 et avant, qu'on découvrait au moment où on construisait. Mais l'archéologie préventive s'est construite justement de façon à enregistrer, archiver le patrimoine et le faire de manière raisonnée, selon des méthodes bien cadrées, et donc en ayant en principe le temps et les moyens nécessaires pour le faire. Donc ça, c'est ce à quoi sert l'archéologie préventive et pourquoi elle a été mise en place. Donc ça s'est construit, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain, ça a été quelque chose de longue haleine, et je pense que c'est vraiment que depuis la loi 2001-2003 que l'archéologie préventive est bien installée dans le paysage au niveau de l'aménagement du territoire, avec aussi derrière les aspects de financement, etc. Alors après, il y a des ajustements, il y a des choses qui pouvaient dysfonctionner, etc. Mais il y a quand même des ajustements, et c'est que globalement, c'est quand même un système qui fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je suis amoureux de l'histoire de Strasbourg. Et quand j'étais gamin, je visitais les musées archéologiques et j'étais fasciné par la reconstitution du temple de Mitra. Alors, ma question, ce temple date de quand? Où était-il situé par rapport à cette voie romaine? C'est vrai. Alors, il se situe à Königshofen, dans le quartier de Königshofen, justement, pas très loin de la route des Romains. C'est sous l'église Saint-Paul. L'église protestante Saint-Paul, c'est en contrebas de la rue du Schnöckelor, si vous voulez. Voilà, donc il y a eu des fouilles en 1911, et donc par un architecte du musée, je crois que c'est Charles Bottemer, il me semble. Et il y avait Forer aussi, et puis un architecte aussi, hein, qui a participé à cette fouille. Et donc là, ils ont découvert donc des éléments d'un temple de Mitra, avec de nombreux éléments lapidaires, et notamment le relief mitriaque qui est exposé au musée de Strasbourg. Oui. De quelle époque? On est probablement vers le IIIe siècle, quelque chose comme ça. Oui. Donc là, il y avait déjà une ville à ce moment-là. Alors là, on est bien après. On est 2 siècles après ce qu'on vient de vous montrer à l'instant, c'est-à-dire à partir du moment où, au XIIe siècle, il y a vraiment un boom, hein, alors qui est un boom qui est commun à beaucoup de villes de Gaule du Nord et de Germanie, mais en même temps, il y a probablement l'impact de l'installation de la 8e Légion qui doit entraîner un développement spectaculaire de cette zone. Et Königshofen fait partie donc de cette grande zone d'habitat de Strasbourg, avec celui de l'Ellipse aussi, autour du camp. Et donc là, on a donc une agglomération assez importante qui se développe. Alors, et justement, dans le cadre des fouilles qu'on a réalisées, à l'emplacement où on a trouvé les éléments de la nécropole du 1er siècle, on a découvert également une partie d'un quartier d'habitation des 2e, 3e siècles après Jésus-Christ.
Donc là, avec un système, donc avec une ruelle de desserte, des parcelles d'habitation. Alors ça, j'ai pas montré ça, mais parce qu'on a préféré focaliser sur la nécropole, mais ça fait partie, bien sûr, des découvertes que nous avons pu réaliser également. Et donc les fouilles qui ont lieu juste à côté, aux 2 routes des Romains, au niveau des stades de football, si vous êtes familier des lieux, on a également une poursuite de cette agglomération-là dans cette zone. Donc on a l'occasion de pouvoir travailler sur de grands espaces bâtis de l'époque romaine à Strasbourg. Et là, pour le coup, c'est quand même assez... comment dire, l'archéologie préventive, avec les surfaces qui sont réalisées là, je réinsiste là-dessus, ça nous permet justement de pouvoir travailler, de mieux comprendre les organisations, de mieux comprendre leur développement dans le temps, et bien sûr d'aller plus précisément dans certains aspects d'habitation, d'occupation, de type d'activité pratiquée, etc., en travaillant à la fois sur des espaces assez grands, mais en même temps, on peut focaliser sur des petits espaces de façon à mieux comprendre ce qui s'est passé dans une parcelle d'habitation, par exemple. Voilà. Donc l'archéologie préventive contribue beaucoup fait exploser les connaissances qu'on peut avoir. Merci beaucoup. Merci. Une question un peu stupide aussi, qui est Non, il n'y a pas de question stupide. C'est quelle est la proportion de ce que vous ressortez et par rapport à ce qui va rester enfoui dans les fondations des futures constructions? Par exemple, là, les stèles, je pense que les stèles, vous les ressortez, mais pas les fondations. Oui, alors ici, on se retrouve en plus dans une architecture qui est plutôt une architecture terre et bois pour l'essentiel, avec des fondations, pour certaines qui sont quelquefois en partie en pierre. Donc, par exemple, on a des blocs de support de poteaux, par exemple. Donc c'est des éléments qu'on enregistre, pour certains qu'on prélève, mais on peut en avoir tellement que ça serait ingérable aussi à le faire. Donc on l'enregistre, et au moins on les photographie, on les enregistre au niveau des dimensions, etc. On en fait le cas échéant aussi des relevés, des dessins, etc. Donc le principe, c'est que nous, on archive les choses. Alors on ne va pas tout prélever, ça serait impossible. Et en tout cas, quand il y a des masses des masses de données comme ça, concrètes, ce serait très compliqué à tout garder. Voilà. Alors c'est pareil au niveau des mobiliers, on essaye de le recueillir le maximum, mais il y a certainement une partie qui nous échappe également. Ça dépend des méthodologies qu'on emploie. Parce que par exemple, on travaille de la pelle mécanique jusqu'aux outils de dentiste. Vous voyez, donc il y a toute une gamme d'outils qui fait que à différents instants de fouille, à chaque action de fouille, il peut y avoir de la perte aussi au niveau des matériels qu'on peut sortir. On va prendre une dernière question. Oui, pour compléter justement la question précédente, il y a une règle jusqu'où vous pouvez creuser. Vous creusez en principe jusqu'à combien de mètres? Alors ça dépend des projets de fouille, enfin des projets de ménagement. Parfois il peut y avoir des contraintes au niveau des profondeurs à atteindre. Sinon généralement la plupart des prescriptions nous permettent d'aller jusqu'au substrat, c'est-à-dire au niveau géologique, qui nous permet en fait de voir pratiquement tous les vestiges archéologiques présents sur un terrain, donc le travail sur l'ensemble d'un espace, en tout cas pour les périodes les plus récentes. Disons à moins 10 000 ans, quoi. Et du coup, on
on arrive à traiter l'ensemble des vestiges. Alors après, il y a des vestiges qui apparaissent directement sous la terre végétale avec des niveaux très peu stratifiés. Donc on peut avoir du néolithique qui côtoie du romain à peu près qu'on trouve aux mêmes profondeurs. Et par exemple ici, dans le cas de Königshofen dont on parlait là, ou Strasbourg de manière générale, ou au milieu urbain, dans les villes anciennes, on peut avoir des stratigraphies assez importantes qui peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Donc là, généralement, la plupart des projets, sauf exception, nous permettent de traiter l'ensemble de ces stratigraphies. La deuxième question, pardon, c'est juste, je voulais savoir par rapport à le positionnement de la deuxième Légion, en vert, c'était quoi qu'il y avait autour ? Alors, ça, c'est le plan plutôt avec la 8e Légion. Donc, le camp était en orange, c'est donc métallisé en orange. Et autour, en fait, c'est les quartiers d'habitat qui sont tout autour de ce camp, voilà, dans l'ellipse insulaire. Il y avait juste le monsieur derrière vous qui avait levé la main en même temps et la dame. Alors, rapidement, comme vous étiez ex-aequo. Je voudrais savoir si on peut faire un rapprochement dans l'image des sphinges qui ont été dégagées, si on peut faire un rapprochement avec la Louve romaine. Parce que les sphinges, si on regarde un petit peu les images que donne Internet, elles sont toutes représentées avec le buste féminin, mais pas forcément avec l'aspect, enfin les mamelles de la louve. Séverine. En fait, la sphinge, elle est représentée comme une lionne. Donc c'est des mamelles, en effet, parce que c'est une lionne, c'est un animal. Alors elle a le buste d'une femme. En revanche, tout l'arrière-train, c'est l'arrière-train d'une lionne. Vous avez les pattes arrière et les mamelles qui sont caractéristiques. Et ce qui nous manque pour les deux sphinges qui ont été découvertes, ce sont les ailes qui étaient déployées très largement dans le dos. Et sur l'une d'entre elles, vous voyez encore, je crois, le début de l'aile, mais elles ont malheureusement été abattues, je pense, elles ont été enlevées durant l'Antiquité. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est un peu un mystère. Mais donc, c'est des animaux hybrides, et ça n'a pas directement à voir avec la louve, mais c'est vraiment l'animal protecteur du tombeau, et en même temps, ce côté céleste qui permet d'emmener les âmes vers les cieux. Voilà. Et madame, pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc moi j'avais une question, vous avez parlé tout à l'heure de pelles mécaniques et d'outils qui sont très très fins et pointus. Moi je voudrais vous poser la question en fait de la constitution de vos équipes, donc qui travaille avec vous, combien de personnes sur ce genre de chantier, quel type de profils effectivement sont recrutés notamment au sein des opérateurs qui interviennent sur les fouilles préventives. Les membres des équipes sont généralement formés donc à l'archéologie et le plus souvent ils ont été formés à l'université et puis pour les opérateurs d'archéologie préventive locaux ils viennent beaucoup de l'université de Strasbourg, mais il y a d'autres universités aussi qui dispensent des formations, donc la plupart donc sont formés pour cela donc sur le terrain, et puis également donc au niveau de l'exploitation des données, toute une série de spécialistes, des céramologues, des spécialistes de tel type de mobilier, des archéoanthropologues aussi, dans le cas de, par exemple, là on parlait des sépultures à crémation, et puis donc c'est des personnes spécialisées dans ce domaine-là qui vont intervenir à la fois sur le terrain et puis également dans l'exploitation donc après la fouille, puis qui bien sûr qui sont spécialisés dans les fouilles et l'exploitation des inhumations. Et puis donc il y a d'autres spécialistes comme les archéozoologues qui sont spécialisés dans l'étude de la faune ancienne, et puis d'autres disciplines qui nous accompagnent, la carpologie par exemple, qui nous apporte énormément d'informations sur tout le monde végétal à travers les graines qu'on peut retrouver minéralisées ou carbonisées. Donc
plein de disciplines qui nécessitent des compétences assez fortes pour pouvoir établir bien correctement établir ces données-là et qui débouchent sur de nouvelles connaissances. Voilà, c'est juste un petit aperçu j'en oublie certainement. Et puis, par exemple, Séverine, qui est spécialisée en architecture, c'est un exemple. Ensuite, oui, c'est ça. Il y a la phase de l'analyse où on est amené à monter des collaborations. Nous, on l'a monté assez tôt, en fait, sur la phase du terrain, puisque j'étais parfois sur le terrain aussi pour l'enregistrement ou l'échantillonnage des matériaux. Mais il y a eu aussi un photographe du CNRS qui a travaillé étroitement avec nous pour toutes les photographies que vous avez vues ici. Il y a un étudiant, il y a un architecte qui a travaillé aussi sur le projet de restitution. Et donc, je dirais, dans la suite de la chaîne d'analyse, il y a encore beaucoup de collaborations qui ont été nouées et qui le seront, je pense, jusqu'à la monographie finale, c'est-à-dire jusqu'à la publication de l'intégralité des données. Et donc on parlait de la fouille, mais un aspect important, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a le moment de la fouille, mais il y a un moment aussi de rendre un rapport. En fait, donc toute la fouille, l'exploitation de cette fouille-là se traduit sous la forme d'un rapport qui peut être plus ou moins volumineux en fonction des fouilles, mais donc qui fait l'objet que le service régional de l'archéologie conserve. Et puis donc il y a des commissions, comme la commission territoriale de la recherche archéologique, qui évalue les travaux qui ont été réalisés. Donc il y a toute une chaîne aussi dans le suivi de tous les travaux qui ont été engagés. Et de contrôle. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu aux questions. Et je vais laisser le mot de la fin à Jean-Claude Gall. Un grand merci à nos trois intervenants et à Marion. Grand merci au public pour sa participation au débat. Nous avons beaucoup appris sur Argentorate, la Strasbourg romaine, mais également sur les coopérations toujours en cours qui permettent d'exploiter au mieux les découvertes archéologiques à travers des démarches concertées. Alors certes, Argentorate n'est pas Pompéi. Argentorate ne s'est pas développé à proximité d'un volcan actif. Mais il est vrai que par le passé, une activité volcanique s'est déployée à quelques dizaines de kilomètres de Strasbourg. Ce fut en des temps fort lointains, des millions d'années. Mais ça, c'est une autre histoire. Agnès Villanueva, qui est la directrice du service Relations Alumni de l'Université de Strasbourg, me charge de vous inviter à un moment de convivialité à l'étage au-dessus, qui est aussi un jardin. Bon après-midi.